Allez, bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui pour clarifier un petit point qui est souvent soulevé surtout auprès des débutants. C'est le fait de ne pas frapper les jambes. Ce que je vois souvent sur les débutants en sparring, c'est d'aller aux jambes en disant c'est une partie kiné que les gens ne protègent pas beaucoup, contrairement à la tête qu'on protège beaucoup plus. De manière générale, le haut du corps d'ailleurs. On se dit on va frapper aux jambes, c'est difficile à défendre et on va gagner. Et souvent ce qui se passe, c'est que dans un sparring ils vont se prendre un coup à la tête en double touche ou en afterblow parce qu'ils n'ont pas réussi à se protéger. Alors je vais vous dire pourquoi ce n'est pas interdit de frapper les jambes, mais pourquoi il ne faut pas le faire, pourquoi ce n'est pas martialement pertinent, en tout cas pas en première intention. Quelque chose en première intention, c'est-à-dire c'est pas la première action que vous allez faire lors d'un sparring. Je prends l'exemple, hop, vous arrivez, on commence et je frappe les jambes. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée, pourquoi la première raison, la géométrie pure et simple. Ça, c'est un côté d'un triangle rectangle. Ça, c'est son hypoténuse. Et vous voyez bien que je n'arrive pas à toucher le bas alors que j'arrive à toucher le haut. Alors ceci dit, la différence n'est pas énorme si on considère tout ce qui est, on va dire, au-dessus du genou. Toucher les pieds, toucher le pied, c'est très compliqué. Par contre, genou-cuisse, la différence de taille n'est pas énorme. Et on pourrait se dire, on peut quand même frapper là, vu que on est vraiment à quelques centimètres. Pourquoi pas? Tentons-le, attaquons la cuisse. Mais, deuxième raison, en frappant bas, vous exposez tout le haut de votre corps. Et en fait, vous ne protégez pas cette ligne qui est pourtant la ligne principale entre votre adversaire. En frappant haut, vous protégez le centre, vous fermez cette ligne-là, et même quelqu'un qui vous frapperait plus bas, eh bien, ceci est beaucoup plus facile à défendre qu'en frappant ici, arriver à protéger tout le haut. Donc voilà, les deux raisons. De 1, la simple géométrie basique, on ne pourra jamais rien faire contre ça. La deuxième, c'est le fait d'ouvrir cette ligne à une attaque potentielle. Surtout que le contre d'une attaque à la jambe, très très simple. Si je me mets en garde et qu'il y a une attaque à la jambe, et ça c'est décrit dans les glossateurs de Lichtenauer, si il t'attaque à la jambe, eh bien hop, rétracte ta jambe et attaque-le. La solution, le contre est excessivement simple. J'ajouterais qu'en fait il n'y a pour le reste pas de mention chez Glossateur de frappe à la jambe. Si vous trouvez une mention inverse dans les traités, je vous en prie, faites-le moi savoir, mais moi je ne pense toujours pas trouver. Mais il y a des cas tout de même où on peut attaquer les jambes. Le premier, c'est en faisant une feinte. Feinte comment? Vous feintez le haut du corps et quand il réagit, vous ne frappez pas, et vous recouvrez et vous vous éloignez. Ça, c'est une possibilité. Ça demande, ceci dit, une assez bonne gestion du tempo. Il faut faire une feinte convaincante. Il faut que l'adversaire réagissent. Et puis il y a tout de même toujours le danger, c'est que même si je la fais et que je frappe bas, je dois arriver à me protéger et à revenir. Donc ça demande une bonne maîtrise de la distance. Le problème étant aussi dans ce cas là, c'est que tout le monde n'y réagit pas. D'expérience, je dirais que ça marche assez sur des débutants qui ne voient pas arriver la feinte, se protègent la tête et vous pouvez frapper les jambes à ce moment-là. D'autant plus que en fait, ce n'est pas la seule cible dans ce cas-là que vous pouvez toucher. À partir de n'importe quelle feinte vers le haut, vous frappez le bras, vous frappez le corps et vous faites un mouvement de retraite. Il n'y a pas vraiment d'obligation à ce moment-là de frapper la jambe. Mais il y a une technique assez connue dans l'épée allemand, mais pas dans les Glossateur de Lichtenauer. On la retrouve dans Talhofer en fait. Une technique assez connue qui est celle du Geiseln. Le Geiseln, c'est par exemple un fouetté et c'est une technique qui demande de lâcher votre main directrice et de
frapper comme ça. Donc, vous allez arriver, frapper, tourner en arrière et continuer le combat. C'est une technique que je n'aime pas spécialement, que je maîtrise assez mal. Vous ne verrez sans doute jamais la faire parce que c'est pas quelque chose que j'aime spécialement. Ça demande aussi une bonne maîtrise tempo et distance, parce que si votre adversaire la voit arriver, s'il est ici, il la voit arriver, il recule, il frappe votre épée et votre épée se retrouve beaucoup plus loin, ou même si vous ne la lâchez pas, comme vous la tenez par votre main non directrice, vous avez beaucoup de poids au bout, vous avez beaucoup moins de contrôle que si vous tenez plus proche de la garde, et même comme ça, vous êtes ouvert, et finalement, cette technique, je dirais qu'elle a un petit côté, vous avez de hautes chances de réussite, parce qu'effectivement c'est un coup auquel tout le monde ne s'attend pas. Par contre, il a le grand risque que si votre adversaire l'aperçoit, il peut le contrer très facilement et vous êtes complètement découvert. Donc il y a un petit côté quitte ou double à cette technique. Et voilà, elle est complètement historique, malgré ce que disent certains, c'est vraiment historique. C'est juste un coup qui a un certain risque, et c'est vrai qu'il est un peu sournois. Ça revient vraiment à surprendre son adversaire, le frapper à un endroit où on n'est pas attendu à être frappé, et vous gagnez votre match. Ce que je viens d'expliquer marche pour dans tous les cas où on a une seule arme. Quand on a deux armes, comme ici, un bocle, ça marche de la même façon avec une dague de parade. Là, c'est très différent. Pour le bocle, je considère toujours que il ne faut pas attaquer en première intention, parce que c'est le même problème, vous ne frappez pas et vous exposez le reste de votre corps. On pourrait se dire frappe dans les bras tout en protégeant en votre première intention. Le problème, c'est que le bocle, c'est quelque chose de très petit, et je ne compte pas sur le fait de parer un coup en même temps de frapper avec le bocle, parce qu'il n'y a pas assez de surface. Il suffit que le coup de votre adversaire arrive un peu à côté du bocle et vous êtes touché quand même. Par contre, ce qui est décrit dans les sources, ça on le voit tant au bocle qu'avec la dague, c'est d'attaquer les jambes en seconde intention. Dans les pièces de Lignitzer au bocle, il y a 6 pièces, et sur celle-là, la moitié se termine avec un coup dans la jambe. Et ce sont toujours des coups qui interviennent après un contrôle. Donc c'est pas tant d'attaquer et de parer dans le même temps qui est décrit, mais c'est le fait d'avoir déjà paré, de contrôler l'arme et là de frapper dans la jambe. Donc on ne frappe la jambe que quand on est certain que l'autre arme, l'arme de l'adversaire, n'est plus en mesure de vous nuire. Comme je dis, ça marche exactement de la même façon à la dague. Mais il y a tout de même une arme avec laquelle vous pouvez vous permettre de frapper les jambes en première intention, et ça c'est le bouclier. J'ai troqué mon bocle pour son cousin surdimensionné, qui est d'un bouclier viking, enfin on appelle ça bouclier viking, mais ça correspond aussi à la plupart des cultures du Moyen-Âge. Et là par contre, vous pouvez vraiment vous permettre l'attaque dans les jambes de première intention, à savoir la frappe, ceci, parce que là par contre vous couvrez une grande partie de votre corps et vous pouvez parer à coup sûr la frappe de votre adversaire, ce qui n'était pas le cas du bocle, où la surface du bocle ne vous permet pas à coup sûr d'être protégé. Ici, la surface couvre vraiment toute une partie de mon corps, et là je peux me permettre de venir très près, de fermer cette ligne-là et de venir frapper bas avec le bouclier. On peut même aller chercher, comme au bocle, finalement, le contrôle, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement parer de manière passive, vous contrôlez l'arme de l'autre, et pareil, vous pouvez à ce moment-là venir frapper bas. D'ailleurs, une fois que vous avez le contrôle,
vous pouvez frapper un peu n'importe où. Et dernier cas où vous pouvez vous permettre de frapper dans les jambes, c'est un contexte que on travaille sans doute pas assez à l'entraînement, mais c'est le cas d'armes mixtes. Et dans ce cas, et dans le cas présent qui nous intéresse, c'est d'avoir une arme différente et plus longue que son adversaire. Si j'ai comme ici une lance, je n'ai plus ce problème de géométrie parce que la distance que je perds en frappant les jambes, eh bien, je la regagne avec la longueur de mon arme. Imaginez qu'en face, il n'y a qu'une épée longue, ou que c'est épée longue contre une épée, contre un messeur, une épée simple contre une dague, peu importe, vous compensez votre perte de distance à cause de la géométrie par la longueur de votre arme, et vous profitez du fait de pouvoir attaquer une cible qui est moins facilement défendable que la tête ou le torse. Voilà, j'espère que c'est instructif et ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.